Bonjour David Engels, vous êtes philosophe et auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle et aujourd'hui vous allez nous parler du groupe de Visegrad. Tout à fait, bonjour, bonjour. Ces derniers jours, la confirmation est tombée, les États-Unis se désengagent progressivement de l'Europe pour concentrer toute leur attention sur leur rivalité stratégique avec la Chine. Certains verront dans une éventuelle paix en Ukraine une garantie de stabilité retrouvée pour le continent et en particulier pour la France, apparemment bien éloignée du théâtre des combats. Mais cette vision est-elle fondée? Que deviendront les États d'Europe centrale situés aux frontières de l'espace russe et intégrés à l'Union européenne et à l'OTAN depuis à peine quelques décennies? Au cœur de cette incertitude se trouvent les pays du groupe de Visegrad qui s'apprêtent à célébrer demain même leur 34e anniversaire dans un contexte géopolitique plus fragile que jamais. En effet, le groupe de Visegrad, formé en 1991, par la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, incarne l'un des paradoxes les plus frappants de l'histoire européenne contemporaine. Conçu comme un mécanisme de coopération régionale pour faciliter l'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN, le groupe a semblé à plusieurs reprises offrir une alternative politique et économique à la domination occidentale européenne. Cependant, 34 ans après sa création, il semble plus divisé que jamais. Alors, comment expliquer cet échec relatif et pourquoi le projet Visegrad n'a-t-il pas été à la hauteur des espérances? Alors, les racines de la coopération entre les pays du V4, comme on l'appelle, remontent à bien avant leur formation officielle. Après la Première Guerre mondiale, ces nations, longtemps annexées par les grands empires, ont tenté de reconstruire leur identité nationale dans un cadre politique extrêmement difficile. Et malgré la victoire de l'autodéterminisation, l'indépendance obtenue en 1918 était assez fragile. Conflits frontaliers, tensions ethniques et une position géopolitique assez vulnérable ont affaibli ces jeunes États. Ainsi, l'entre-deux-guerres fut une période d'instabilité où chacun tenta de consolider son économie et son administration dans un contexte d'incertitude. Alors le développement était entravé par la persistance aussi de tensions internes et par la volonté des grandes puissances de maintenir leur influence. Cette situation s'aggrava avec le renforcement de l'Allemagne et de la Russie et la montée des totalitarismes qui marquèrent alors l'effondrement de nombreux espoirs d'indépendance. L'occupation nazie, suivie de la mainmise soviétique, a marqué la région d'une profonde cicatrice encore visible jusqu'à aujourd'hui, même dans la vie quotidienne, comme je le constate tous les jours ici à Varsovie. Milan Kundera décrivait d'ailleurs l'Europe centrale comme étant une Europe kidnappée, arrachée à son destin naturel d'appartenance à l'Europe. Lorsque le rideau de fer est tombé ensuite en 1989, ces pays se sont tout naturellement détachés de l'alliance russe et précipités vers l'Union européenne et l'OTAN, idéalisant un Occident libéral et prospère, censé leur offrir stabilité et prospérité. Cependant, cette idéalisation cachait des malentendus profonds. Les États du V4 pensaient pouvoir rejoindre l'Europe sans compromis majeur sur leur identité culturelle et politique, tandis que l'Union européenne attendait d'elle une convergence réglementaire et idéologique rapide. Ces différences de perception allaient semer les graines des tensions futures. Ainsi, après la chute du communisme, le modèle libéral fut adopté sans retenue. Les réformes économiques, parfois brutales, menèrent à une privatisation massive, attirant les investissements occidentaux, mais engendrant également des inégalités sociales croissantes. Le groupe de Visegrad, donc, initialement conçu comme un moyen de coopération économique et politique, permit aux quatre nations de préparer leur adhésion à l'Union européenne en 2004, mais démontra rapidement ses limites en matière de solidarité réelle. Dès lors, les populations de ces pays, après avoir exalté la perspective d'une intégration rapide, commencèrent à ressentir les effets pervers de cette transition, tandis que l'immigration massive vers l'Ouest accentua les tensions démographiques et économiques. Si le V4 a connu un moment de forte unité et semblait vraiment représenter une véritable alternative au modèle européen bruxellois, ce fut surtout lors de la crise migratoire de 2015. En opposition frontale avec la politique d'accueil d'Angela Merkel,
Les dirigeants des pays Visegrad, menés notamment par Viktor Orban, ont refusé la relocalisation des migrants imposée par Bruxelles. Ce fut le sommet de la coopération du groupe, incarnant alors une véritable alternative conservatrice à l'Union européenne, défendant les valeurs européennes traditionnelles contre une mondialisation jugée destructrice. Le V4 se présenta dès lors comme un bloc homogène d'opposition aux valeurs libérales de l'Occident, suscitant l'adhésion de nombreux conservateurs européens et la méfiance croissante des institutions bruxelloises. Toutefois, les fractures internes n'ont cessé de s'approfondir. La Tchéquie et la Slovaquie ont progressivement glissé vers des gouvernements plus progressistes et européistes, s'éloignant des postures conservatrices hongroises et polonaises, surtout quand l'Union européenne a commencé à marginaliser Varsovie et Budapest et à imposer des sanctions de plus en plus lourdes. L'élection polonaise de 2023, qui vit le parti Droit et Justice être évincé du pouvoir au profit de la gauche libérale, marqua un autre tournant. La Pologne, désormais, préfère s'aligner sur le triangle de Weimar, donc France, Allemagne et Pologne, plutôt que sur Visegrad, sous-estimant que face à Berlin et à Paris, Varsovie va être au mieux la cinquième roue de la charrette, alors que l'Alliance centre-européenne lui avait donné un véritable moyen d'influence suprarégionale. Ainsi, après 34 ans d'existence, le groupe de Visegrad semble condamné à être un projet inabouti, victime de ses propres contradictions et des bouleversements géopolitiques. Aujourd'hui, le V4 se trouve donc dans une situation très précaire. La Hongrie et la Slovaquie, dirigées par des gouvernements critiques des élites au pouvoir à Bruxelles, à Berlin et à Paris, tissent des liens croissants avec la Russie et la Chine, non seulement en raison de leur dépendance énergétique, datant encore de l'époque communiste, mais aussi afin de pouvoir s'échapper du carcan de l'Union européenne et éviter le destin des conservateurs polonais. La Tchéquie, quant à elle, se tourne de plus en plus vers l'Allemagne, son principal et presque unique partenaire économique dont elle est donc totalement dépendante. La Pologne, finalement, s'accroche à son rôle autodésigné de rempart anti-russe, mais commence à se rendre compte qu'elle pourrait être abandonnée non seulement par Berlin, et ce en dépit de la soumission de Tusk, mais aussi par le gouvernement de Trump, peu concerné par les affaires européennes. En effet, depuis longtemps, la Pologne a toujours joué la carte américaine, voyant dans les États-Unis l'allié privilégié contre l'influence de ses deux grands voisins, russes et allemands, le désintérêt de Trump pour la guerre en Ukraine et l'abandon effectif de ce pays à la sphère russe risquent donc d'inquiéter énormément Varsovie, qui souffre encore aujourd'hui du traumatisme d'avoir été délaissée à la fin en 1939 et en 1945. Alors certes, Poutine ne se lancera pas dans une nouvelle guerre de sitôt, mais le signal est on ne peut plus clair. Les Européens doivent défendre leurs propres intérêts régionaux sans l'aide américaine, et vu qu'il est peu probable qu'ils en seront capables, la Russie a devant elle une fenêtre d'opportunité idéale pour panser ses plaies et tirer profit de tous ceux qui, pleins de ressentiment contre un Occident qui les a laissés tomber, risquent de s'arranger désormais avec Moscou. Donc le délitement du V4, d'ailleurs, ne se limite pas à l'Europe centrale. Il constitue un enjeu stratégique majeur pour la France et l'Union européenne dans leur ensemble. Si cette région venait à se fragmenter davantage et à tomber progressivement sous l'influence des grandes puissances extérieures, c'est toute la stabilité du continent qui s'en trouverait menacée. Après la Hongrie, la Serbie et la Slovaquie, si les États baltes venaient eux aussi à basculer directement ou indirectement dans l'orbite de Moscou, eh bien, il ne resterait plus sur la route de la France qu'une Pologne profondément divisée et une Allemagne en proie à des fragilités politiques et économiques croissantes. Alors certes, nul ne s'attend à une expansion militaire imminente de la Russie au-delà de l'ex-espace soviétique. Pourtant, la recomposition des alliances que cette dynamique entraînerait, tout comme l'emprise géopolitique grandissante de Moscou sur le centre de l'Europe, représente des menaces que la France ne peut se permettre de simplement ignorer. Face à une Europe toujours plus fragmentée et impuissante, elle doit agir pour éviter sa propre marginalisation sur l'échiquier continental. Ainsi, après 34 ans d'existence, le groupe de Visegrad semble condamné à être un projet inabouti, victime de ses propres contradictions et des bouleversements géopolitiques. Là où il ambitionnait d'offrir une alternative européenne,
il risque de ne devenir qu'un espace de tension et d'incertitude aux grandes dames d'une Europe qui peine déjà à se réinventer en temps de paix. Merci David Engel. J'ai une question. On a l'impression d'un côté que le groupe de Visegrad a échoué, mais de l'autre côté que Trump change la donne, c'est-à-dire avec la manière dont il traite l'Ukraine, brusquement l'Union européenne doit se dire plutôt que d'ostraciser les pays du groupe de Visegrad, j'ai mon choix et soit je les laisse partir vers la Russie, soit je mange mon chapeau et j'arrête de les ennuyer sur leur alignement culturel et en fait j'essaie de les récupérer géopolitiquement. Oui, tout à fait, mais est-ce que l'Union européenne en sera capable? Je ne crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas. J'ai l'impression, au contraire, qu'actuellement, le revirement imposé par Trump va pousser, du moins dans une première phase, durant quelques années, plutôt des personnages comme Ursula von der Leyen et sa majorité au Parlement européen à, comment dire, à resserrer les rangs, à devenir de plus en plus radical, je crois. Je n'ai pas du tout l'impression qu'on va vers une phase où on va se dire, OK, les intérêts de l'Europe priment d'abord les intérêts stratégiques sur maintenant des questions de prétendue défense d'état de droit, de valeurs pseudo-universelles, etc. Mais je ne crois pas qu'on est déjà à ce stade-là. Peut-être dans quelques années, peut-être que là, les élites européennes vont tout doucement se rendre compte qu'il y a des priorités et que quelque part notre survie stratégique est plus importante que le catalogue de soi-disant valeurs universelles de plus en plus absurdes. Mais jusqu'à ce qu'on arrive là, il faudra quelques années. Et ces années-là, ça va être vraiment des années décisives. On aura cette conjonction d'une présidence de Trump, d'une présence encore de Poutine, d'une situation extrêmement dynamique. Et comme on sait bien, si moi j'étais Poutine, je profiterais au maximum de ces années futures pour élargir, ce qui est de bonne guerre, d'un point de vue russe en tout cas, ma propre zone d'influence. Et donc cette Europe qui essaye de se réinventer et de se recalibrer, elle risque d'être trop lente. C'est pour ça que je crois que les pays centre-européens vont faire les frais, une fois de plus, et ce n'est pas anodin pour la France, parce que si l'Europe centrale arrivait à ne plus être un genre de rempart oriental de cette construction européenne, mais à se déliter totalement, eh bien, la France va se retrouver très rapidement assez seule en Europe. Merci mille fois David Engels pour cette analyse et à la semaine prochaine.